Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs se fait des films, le podcast qui... Je sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes le 31 octobre, mon jour préféré de l'année. Oui, j'adore Halloween, j'adore les citrouilles, j'adore les maisons hantées, j'adore les araignées en plastique, le faux sang, les déguisements qui font peur, les bougies, les chaudrons, les vieux grimoires et surtout, j'adore les films d'horreur. Pour se détendre, il y a des gens qui privilégient les bains chauds, les comédies romantiques et les playlists apaisantes. Moi, mon réconfort absolu, c'est de regarder des jeunes adultes pas très débrouillards se faire découper la gueule à coups de tronçonneuse ou de pic à glace. Et je sais que je ne suis pas la seule. Le cinéma d'horreur continue d'être un des genres les plus populaires aujourd'hui avec des énormes cartons au box-office, des fans très fervents et des dizaines de festivals entièrement dédiés au genre. Alors pour célébrer ce 31 octobre, j'ai voulu consacrer un épisode à mon genre cinématographique préféré. Pourquoi aime-t-on les films d'horreur? Est-ce que nous, les fans d'horreur, sommes complètement détraqués du ciboulard? Pourquoi est-ce que ça nous fait du bien de se faire du mal? Pourquoi est-ce qu'on prend autant de plaisir à voir des gens se faire zigouiller la tronche? Et quel film d'horreur regarder pour une soirée d'Halloween réussie? Dans cet épisode, je vais évidemment répondre à toutes ces questions. Mais avant ça, une petite anecdote. Il y a une grosse dizaine d'années, en 2012 très exactement, j'ai vécu une soirée très flippante. Et non, ça n'incluait ni fantômes, ni maisons hantées, ni serial killer. Pour le contexte, j'avais passé un examen médical dont le résultat me stressait un peu. On était un vendredi soir, à 19h30, lorsque j'ai vu que la médecin qui m'avait prescrit cet examen m'avait laissé plusieurs appels en absence et 2 messages sur mon répondeur. Le premier message me disait qu'elle avait reçu mes résultats, qu'elle était un peu inquiète et qu'il fallait que je la rappelle. Le deuxième message me disait qu'elle partait du bureau, qu'elle ne serait pas joignable pendant le week-end, mais qu'il fallait que je vienne la voir lundi. À ce moment-là, je suis devenue aussi blanche qu'un emoji fantôme. J'ai un peu quitté mon corps et j'ai aussi quitté prématurément la soirée où j'étais. Je suis rentrée chez moi dans un état d'anxiété assez élevé, quelque part entre la dissociation et l'envie de me jeter sous le métro. Oui, vous aurez peut-être capté depuis le début de ce podcast que j'ai des tendances un peu dramatiques quand je le veux. En arrivant chez moi, j'étais un poquito stressée, je savais plus comment je m'appelais, et mon premier réflexe, ça a été de me mettre dans mon lit, sous ma couette, et de lancer sur ma télé Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. What happened was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America. Après ça, j'ai enchaîné avec un autre film d'horreur, Alien, de Ridley Scott. Et au moment où l'équipage commençait à subir les attaques du xénomorphe, je me suis endormie. Ce soir de 2012, j'ai atteint un niveau d'angoisse quasiment insurmontable à cause de ces 2 appels en absence et le seul moyen de trouver l'apaisement a été de regarder des personnages de fiction se faire violemment persécuter. Ça vous paraîtra peut-être bizarre, mais pour moi, il y avait une vraie logique. Je pensais que ma situation à moi était sans issue, mais il m'a suffi de regarder mon écran pendant quelques heures pour relativiser. Au moins, là, tout de suite, j'étais sous ma couette et je n'étais pas en train de me faire massacrer à la tronçonneuse, ni de me faire baver dessus par un pénis métallique géant avec des dents. Ouais, si vous n'avez pas vu Alien, je vous le recommande, c'est un gros délire. En comparaison avec tout ce qui arrivait à ces pauvres personnages, mon cas m'a paru un peu plus gérable. Et je prends l'exemple un peu extrême de cette soirée, mais en fait, c'est une constante. Pour moi, les films d'horreur ont toujours été un doudou, ce vers quoi je me tourne quand ma réalité, à moi, devient trop angoissante. Peut-être que c'est bizarre, je sais pas. Il y a une partie de mon amour pour les films d'horreur que je ne peux pas totalement expliquer. Dès l'enfance, j'ai toujours aimé les imaginaires un peu sombres. Je lisais religieusement tous les chairs de poule. Je me ruais sur la maison hantée à chaque fois que j'allais dans une fête foraine. J'ai dévoré tous les Stephen King que je pouvais emprunter au CDI du collège. J'aime les œuvres horrifiques et un peu spooky pour l'univers qu'elles proposent. Les parquets qui grincent, les grands manoirs gothiques, les rideaux lourds et les pièces secrètes qui renferment des mystères bien cachés. J'adore ça. Et quand, au début de l'adolescence, j'ai commencé à regarder des films d'horreur comme tout le monde pour me faire frissonner, ça m'a paru être totalement naturel. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Souvent, quand les gens me disent qu'ils aiment pas les films d'horreur, c'est parce qu'ils se définissent comme des vrais flippettes et que selon eux, ils sont trop peureux pour regarder quelque chose comme ça. Mais alors, je vous rassure, moi, je suis pas du tout Rambo. J'ai peur de tout le temps.
J'ai peur du noir, j'ai peur des bouchons de champagne, j'ai peur quand quelqu'un casse un verre au restaurant, j'ai peur de l'avion, j'ai peur de m'endormir et de jamais me réveiller, j'ai peur des fonds marins, j'ai peur d'être abandonnée par tous mes proches, j'ai peur de faire un AVC sur mes toilettes et j'ai même peur d'avoir peur. Mais justement, c'est ça que j'adore avec les films d'horreur. Ils me permettent de m'exposer à la peur de manière ludique, de l'apprivoiser en quelque sorte et donc de la surmonter. Cette partie-là de mon amour pour le cinéma d'horreur, elle me paraît totalement logique. Pour moi, en fait, c'est le meilleur remède à l'anxiété. Ça et la thérapie, évidemment, on est d'accord. Vous l'avez sans doute vécu vous aussi si vous connaissez l'anxiété. Quand je commence à stresser, mon corps déraille. Mon rythme cardiaque s'emballe, je vois flou, je ne rationalise plus rien et surtout j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que je ne vais jamais trouver de solution. Bref, c'est pas fun du tout. Devant un film d'horreur, j'ai à peu près les mêmes sensations. J'ai des palpitations, j'ai le souffle court, je sens que j'ai l'angoisse qui monte physiquement. Sauf que là, c'est pas moi qui subis un événement stressant. Et je sais que pour les personnages, il y aura une résolution et que ça va s'arrêter, quoi qu'il arrive, dès que le générique de fin défilera à l'écran. Dans la vraie vie, le plus terrifiant est souvent dans ma tête et l'angoisse peut avoir quelque chose d'immatériel qui est très très difficile à contenir et à appréhender. Dans les films d'horreur, la peur est extériorisée. Elle est incarnée par les monstres et les fantômes qui lui donnent une enveloppe contre laquelle les personnages vont se battre. Et c'est ça le plus important pour moi, c'est de voir ces personnages qui luttent sans relâche et qui deviennent actifs au lieu de se laisser paralyser par la peur. En fait, être anxieux, c'est passer son temps à redouter et anticiper le pire, mais sans avoir aucun contrôle sur la situation. Regarder des films d'horreur, pour moi en tout cas, c'est comme si je me préparais au pire. Bien sûr, il y a statistiquement peu de chances que je me fasse trucider dans la douche de mon motel, que je réveille une entité maléfique ancienne en lisant un bouquin écrit avec du sang, que je trouve un fantôme hyper flippant en haut de mon armoire, ou que je me retrouve coincée dans un vaisseau spatial avec des bêtes gluantes. Mais bon, déjà, on sait jamais. Et puis surtout, quand je vois des personnages de films d'horreur faire preuve de ressources et de courage, même dans des situations impossibles, je trouve ça inspirant. Alors certes, ils sont parfois débiles et ils finissent souvent par mourir, mais ils n'abandonnent jamais. Et ça, c'est quand même très fort. Moi, globalement, j'hyperventile quand je reçois un mail de Pôle emploi. Alors que Sarah, l'héroïne de The Descent, par exemple, elle arrive à prendre des décisions alors qu'elle est enfermée dans une grotte, avec toutes ses amies mortes autour d'elle et un milliard de golems fétides qui lui respirent dans l'oreille. Franchement, respect. Alors la prochaine fois que vous croisez quelqu'un qui est super fan de films d'horreur, vous saurez que c'est peut-être pas quelqu'un qui est passionné par les meurtres et le sang, mais peut-être tout simplement un choupinou ou une choupinette qui a beaucoup d'angoisse dans la vie. J'avais envie d'en savoir plus sur le potentiel effet thérapeutique des films d'horreur, alors j'ai appelé un spécialiste de la question. Il s'appelle Mathias Classen et c'est un chercheur danois qui a consacré sa carrière aux films d'horreur et a essayé de comprendre pourquoi on aime se faire peur. Il est co-directeur du Recreational Fear Lab, un centre de recherche scientifique entièrement dédié aux effets de la peur récréative, ou, je cite, les conditions dans lesquelles la peur peut être amusante, voire même bénéfique. Est-ce que d'abord vous pouvez m'expliquer ce que c'est le Fear Lab ? Le Fear Lab est un centre de recherche consacré à l'étude scientifique de la peur récréative. Ce terme, que nous avons créé, désigne les activités qui consistent à tirer du plaisir de la peur. C'est ce phénomène que nous cherchons à comprendre et nous menons des études scientifiques pour mieux l'appréhender. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce concept de peur récréative ? Est-ce que c'est lié à une expérience personnelle ? Oui, j'ai toujours été particulièrement intéressé par l'horreur. Au début, on s'intéressait principalement à la psychologie de l'horreur. On a commencé par faire des études empiriques. Par exemple, on se rendait dans une attraction hantée pour mesurer le rythme cardiaque des visiteurs lorsqu'ils sursautaient. Mais petit à petit, on a réalisé que l'horreur n'est qu'une activité parmi tant d'autres qui partagent cette caractéristique de procurer du plaisir par la peur. Mais oui, mon intérêt professionnel découle en quelque sorte d'une fascination personnelle. Oui, moi aussi, je suis une grande fan de films d'horreur et parfois les gens trouvent ça bizarre quand je leur dis que j'aime ça parce que je suis plutôt de nature anxieuse. D'après vos recherches, est-ce que les films d'horreur sont un bon moyen d'apaiser l'anxiété ? Oui, c'est assez paradoxal. Pour les personnes qui luttent contre les émotions négatives, il y a un attrait particulier à participer à des formes de divertissement qui stimulent justement ces émotions. On n'a pas encore mené d'études scientifiques contrôlées sur ce sujet, mais de nombreux indices suggèrent que vous n'êtes pas seul et que beaucoup de personnes, même celles souffrant d'anxiété généralisée, utilisent l'horreur comme une forme d'automédication pour se sentir mieux et peut-être même comme un outil pour développer de meilleures capacités d'adaptation. On a identifié 3 types d'amateurs d'horreur. Il y a les accros à l'adrénaline,
qui apprécient la stimulation physique. Il y a les white knucklers, les têtes brûlées, qui aiment aussi l'horreur, mais pas tellement pour la peur elle-même, c'est plutôt un défi personnel auquel ils se soumettent. Et puis il y a ce que nous appelons le dark copper, ou débrouillard de l'obscurité. C'est celui qui utilise l'horreur comme un instrument pour trouver ses marques dans un monde effrayant. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est un moyen de faire face à l'anxiété, voire à la dépression. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe exactement dans notre corps et dans notre cerveau quand on regarde un film d'horreur? Oui, alors le principe d'un film d'horreur repose essentiellement sur ce que l'on appelle la simulation de la menace. Un film d'horreur est généralement conçu pour vous happer, pour créer une immersion. Concrètement, au niveau cognitif, vous oubliez le monde réel et vous êtes transporté dans un univers fictif où vous éprouvez de l'empathie pour les personnages qui sont confrontés à des situations terrifiantes. En vous immergeant dans cet univers effrayant, vous mobilisez une réaction de peur, d'anxiété ou d'angoisse selon le stimulus. Votre corps réagit donc comme s'il y avait un danger. Pas de manière comportementale, car on ne s'enfuit généralement pas d'une salle de cinéma, ou à la rigueur, certains spectateurs vont se cacher le visage ou protéger les parties vulnérables de leur corps, ce qui est d'une certaine façon absurde, puisqu'il n'y a aucun danger physique. Oui. Mais certaines parties du cerveau traitent les stimuli à l'écran comme s'ils étaient réels. Du coup, le cœur se met à battre la chamade. Peut-être que vous avez la bouche sèche, des papillons dans le ventre. C'est l'organisme qui se prépare à la confrontation, à l'attaque. Mais en même temps, vous savez que ce n'est qu'un film. Et vous pouvez vous le rappeler. Ce n'est qu'un film, ce ne sont que des effets spéciaux, je ne suis pas en danger, je suis dans une salle de cinéma. Je pense que c'est cette tension entre certaines parties de l'organisme qui réagissent comme s'il y avait une menace, et d'autres qui les retiennent en quelque sorte et leur disent « calmez-vous, ce n'est pas réel ». C'est cette distance psychologique qui permet de tirer du plaisir de cette forte activation du corps, de l'esprit et des émotions. Et donc c'est vrai que regarder un film d'horreur active certaines hormones et certaines molécules qui interviennent dans la régulation du stress, comme l'adrénaline et le cortisol? Très probablement, mais il existe très peu de recherches sur la biochimie des films d'horreur. On trouve très peu d'études de neuroimagerie réalisées dans ce contexte. Bien sûr, la sensation que procure un film d'horreur, on peut la ressentir de manière subjective, mais elle résulte toujours de modifications biochimiques dans l'organisme. On a mené une étude dans une attraction hantée où l'on a examiné l'activation du système immunitaire. Pour cela, on a prélevé des échantillons de sang chez les visiteurs qui étaient poursuivis par des clowns tueurs, des zombies et des maniaques armés de tronçonneuses. Et on a constaté une très forte réaction immunitaire chez ces visiteurs. Et cette réaction immunitaire est très probablement déclenchée par le système adrénergique. Donc l'adrénaline et d'autres hormones sont forcément impliquées. Alors c'est peut-être l'objet de vos futures recherches, mais du coup, est-ce que regarder un film d'horreur peut être bénéfique pour la santé? Oui, on a beaucoup travaillé sur les effets psychologiques de l'exposition à l'horreur, et ces travaux convergent tous vers la même conclusion. La plupart des gens semblent tirer un bénéfice de l'exposition à l'horreur et à d'autres formes de peur récréative, à condition que le niveau d'effroi soit adapté à leur sensibilité. Ni trop effrayant, ni trop peu. Mais il y a une étude récente qui suggère aussi des bienfaits physiques. En fait, il semblerait qu'une activation massive et bénéfique du système immunitaire se produise en réponse à l'horreur, parce que comme le corps se prépare à la menace, il envoie des cellules immunitaires, ce qui pourrait constituer un moyen de traiter l'inflammation, notamment l'inflammation chronique. Donc oui, il semble bien y avoir des bienfaits pour la santé, tant sur le plan psychologique que physiologique. Waouh! Ok, dernière question. Quel est votre film d'horreur réconfortant par excellence? Ma valeur sûre avant d'aller me coucher, c'est Stephen King. Surtout les livres plus que les films. Du coup, j'ai tendance à lire un peu de Stephen King tous les soirs. En ce moment, je lis Charlie. Oh, I love that one. Ah oui, c'est mon Stephen King préféré. Merci beaucoup, Mathias, pour tous vos éclairages et bonne journée. Pareil pour vous. Je pense que j'appartiens à la 3e catégorie de fans d'horreur identifiés par Mathias Classen parce que personnellement, je déteste les jumpscares et la sensation physique qu'ils vont provoquer chez moi. Je préfère largement les films qui vont se reposer sur le visuel ou sur l'atmosphère pour réussir à créer de l'effroi autrement.
On a tous un rapport très spécifique aux films d'horreur, ceux qu'on adore, ceux qu'on évite à tout prix, nos sous-genres préférés. Moi, je vous ai parlé de mon rapport au genre de l'horreur, mais j'avais aussi envie de connaître le vôtre, alors je vous ai posé la question. Et on commence par mon amie Elena, qui écoute aussi le podcast Ami, et qui m'a dit qu'elle avait eu un rapport très spécifique aux épisodes qu'on avait consacrés aux films d'horreur à l'époque. Alors, j'ai pas dit que j'aimais pas écouter les épisodes d'Ami où vous parliez de films d'horreur, j'ai dit qu'au contraire, j'adorais écouter cela spécifiquement, parce que comme ça, j'avais pas besoin de regarder le film moi-même. Parce que moi, les films, ils me font peur. Par exemple, j'avais adoré l'épisode sur The Descent, parce que jamais de la vie, je pourrais regarder un film comme The Descent. C'est pas possible, en fait, je serais traumatisée pendant trop longtemps, plus jamais je ne dormirais. Alors que, en vrai, j'aime beaucoup les scénarios des films d'horreur, ça a l'air vraiment stylé, mais ça me fait trop peur. Donc du coup, ça me permettait de regarder par procuration, sans vraiment regarder le film moi-même. Quand j'étais petite, je faisais exactement pareil. Je partageais la chambre de mon frère, et tous les films que lui pouvait voir, et pas moi parce qu'il était plus grand, après les avoir vus, il me racontait le film. Genre Shining, je l'ai vu depuis, mais j'ai toujours en tête ma version du film parce que mon frère me l'avait raconté en détail du début jusqu'à la fin, tu vois. Moi, je vais préférer les films d'horreur plus familiaux, comme Beetlejuice ou La Famille Addams, parce que ça allie un petit peu mon goût pour tout ce qui est un peu surnaturel, obscur, et c'est un peu comique, donc en gros, ça passe mieux. Moi, je suis quand même une très grosse trouillarde, et par contre, du coup, les vrais films d'horreur, comme les slashers ou les films avec des possessions comme Conjuring, ça c'est trop dur pour moi, je pourrais ne pas dormir pendant plusieurs nuits si je vois ce genre de film, parce que ça me perturbe énormément. Ce que je recherche avant tout quand je regarde des films d'horreur, c'est l'élément de surprise. C'était le cas au début quand j'ai commencé adolescent avec des jumpscares ou avec une surenchère de gore qui peut être amusante à regarder et ludique, entre guillemets. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est les films qui me surprennent, comme par exemple Weapons, qui est sorti cette année, et qui arrive encore à être inventif sans tomber dans les redites Paranormal Activity, etc., qui eux sont assez redondants malheureusement. Je crois que je regarde des films d'horreur parce que quand je regarde des films habituellement, je divague vachement, je pense à plein de trucs. Et les films d'horreur, ils arrivent à garder mon attention et à me captiver assez fort et à me faire oublier un peu tout le reste. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, Hereditary, c'est un film où ça a l'air vraiment, vraiment bien, mais je peux pas regarder une chose pareille. Donc moi, je le regarde, j'allume toutes les lumières chez moi, on est évidemment en pleine journée, je mets le son genre très, 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 très bas, parce que j'ai peur des jumpscares, et je reste avec mon doigt appuyé sur la petite flèche, et j'appuie pas sur play, j'appuie de petite flèche en petite flèche pour regarder le film se dérouler, donc je m'auto-spoil, et après, quand je sais que c'est safe, je reviens et je regarde. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait, ça procure des sensations que les autres films procurent pas forcément. Même un bête jumpscare, en fait, c'est facile, mais quand c'est bien fait, voilà, ça te fait sursauter, tu une petite angoisse qui monte et tout, tu un peu surpris, et t'as pas ça devant une comédie ou devant un drame. Je déteste les films d'horreur parce que j'aime pas avoir peur chez moi devant mon écran. Alors moi j'aime beaucoup les films d'horreur, surtout les films avec les zombies. Je m'identifie un petit peu aux personnages, je me dis mais qu'est-ce que je ferais à leur place si t'as une horde de zombies qui débarque. Ouais, les films d'horreur, moi je kiffe. Et j'aime beaucoup les films, tout ce qui a caractère religieux, genre de possession, genre les Conjuring, La Nonne, les trucs comme ça. Moi, j'ai vachement du mal avec les films d'horreur parce que il faut vraiment rien du tout pour me faire sursauter, même si je suis dans mon appart et que je sais qu'il y a juste mon mec, s'il ouvre une porte un peu trop fort, je sais que je vais quand même sursauter alors que je sais très bien qu'il est là depuis des heures. Donc en fait, les screamers, c'est ma phobie sur terre. Enfin, je crie, je saute de mon siège, c'est vraiment l'enfer. Le seul genre que j'aime bien, c'est les films de requins. Juste, je m'épose de temps en temps pour faire redescendre un peu mon rythme cardiaque parce que j'ai besoin de ne pas trop stresser. Donc, je m'épose quand je sens que la musique monte et que la tension monte. Il y a une petite part de plaisir coupable en les regardant. On sait que c'est parfois surjoué et bidon, mais on se laisse souvent happer par le suspense et puis parfois on sursaute quand même. Et ce que j'aime bien aussi, même si la réflexion n'est pas toujours très poussée de manière générale, c'est que certains films explorent les complexités de l'être humain, son choix, ses comportements, notamment envers l'environnement, et avec parfois un retour de bâton bien mérité.
Alors, pourquoi j'aime les films d'horreur? Je crois que c'est parce que j'aime aussi le cinéma qui passe par le corps, par des expériences physiques. Et c'est vrai qu'avec les films d'horreur, c'est souvent le cas. Moi, j'aime quand le cinéma me fait ressentir des choses physiquement. Donc, avoir peur sur mon siège de cinéma, c'est une expérience que j'adore. Et si je ressens rien devant un film d'horreur, c'est que c'est raté. Je suis un peu comme Chloé, en fait, que vous venez juste d'entendre. Elle l'a très très bien dit. Moi aussi, j'aime les œuvres qui vont provoquer une réaction viscérale chez moi, une sorte de choc sensoriel. Sans doute parce que, en tant que personne stressée, je passe beaucoup trop de temps dans ma tête et pas assez de temps dans mon corps. Mais aussi, d'un point de vue plus intellectuel et créatif, j'aime les films d'horreur parce que, selon moi, c'est le genre cinématographique le plus inventif. Je pense que les cinéastes d'horreur sont souvent ceux qui arrivent le mieux à mobiliser tous les outils créatifs du cinéma, non seulement l'écriture et la photographie, mais aussi le montage, la musique, le son, les effets spéciaux, les costumes, les maquillages, pour réussir à être crédibles et à provoquer une réaction très forte chez leur public. Si un de ces éléments est raté, le film s'écroule totalement. Et d'ailleurs, beaucoup de grands réalisateurs et grandes réalisatrices ont fait leurs preuves avec des films d'horreur au budget rikiki, en redoublant d'ingéniosité pour créer de l'effroi avec 3 fois rien. Et ça, je pense qu'on l'oublie quand on méprise un petit peu le genre de l'horreur comme un cinéma un peu bas du front. Si vous voulez entendre mes recommandations de films d'horreur préférés pour Halloween, restez jusqu'à la fin de cet épisode. Mais avant ça, je voulais quand même vous parler des nouvelles sorties en salle cette semaine, surtout que j'ai pas mal de coups de cœur. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il fait au moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Parmi les meilleures sorties en salle cette semaine, il y a L'Étranger de François Ozon. C'est une adaptation du livre de Camus et c'est un film qui sublime pour moi le matériau d'origine. Alors c'est pas comme si Camus avait besoin qu'on sublime son œuvre, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est un rare cas d'adaptation qui m'a encore plus fait aimer l'œuvre d'origine. Quand j'ai ouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. C'est Benjamin Voisin qui incarne Meursault, le protagoniste, dont la maman est morte ce matin, puisque c'est la première phrase du récit de Camus. Et c'est un personnage qui est froid, sombre, réprimé, très antipathique et très anti-cinématographique au premier abord parce que c'est un personnage qui exprime très peu d'émotions. Mais Ozon et Benjamin Voisin arrivent à en faire quelque chose de très très intense avec une montée en puissance lente mais très efficace. On pourrait dire que c'est un film de vibes, il s'y passe pas grand-chose, un peu comme dans le livre d'ailleurs. La photo est très belle, la musique, qui est signée Fatima Al-Qadiri, est géniale. Et ce qui est très très fort, c'est que Ozon arrive à souligner très intelligemment un des thèmes les plus forts de cette œuvre, qui est évidemment le rapport de force et de domination entre les Algériens et les colons. Il y a aussi le morceau choisi pour le générique de fin qui est génial, mais je vous laisse découvrir ça en salle. Dans tous les cas, ne ratez pas L'Étranger de François Ozon. En salle cette semaine, vous pouvez aussi retrouver La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat. Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Honolulu. Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes. C'est qui ce photographe? Pierre-Alain Fantin. Ce que je veux voir, c'est une héroïne. Il a une réputation épouvantable. Je ne photographie pas les gens, je les emporte. Et voilà. Ça me gêne. Mais arrête de glapir, Guy. Oui, c'est exact, vous glapissez. C'est un film qui est inspiré par l'affaire Bagné-Bettencourt, qui nous raconte donc une version fictionnalisée de la relation entre Liliane Bettencourt et le photographe très excentrique François-Marie Bagné, qui a été poursuivi par la fille de Liliane Bettencourt et condamné pour abus de faiblesse, puisque, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, Liliane Bettencourt lui a fait, au fil des années, beaucoup de dons très 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 généreux. Le film donc s'inspire de cette affaire, tous les noms ont été changés, mais il n'y a pas énormément de doutes sur les faits qui sont décrits. Et c'est donc Isabelle Huppert qui joue la femme la plus riche du monde, Laurent Lafitte qui en fait des caisses, mais ça marche très bien selon moi, dans le rôle du photographe qui est à la fois charmeur et insupportable. Marina Foïs joue le rôle de la fille qui est en manque de reconnaissance et qui a un rapport assez étrange avec sa mère, donc évidemment elle dit qu'elle veut la protéger, mais on sent qu'il y a aussi autre chose dans ses motivations. Et il y a aussi Raphaël Personnaz qui est excellent dans le rôle du majordome. Tout le casting est vraiment super, Isabelle Huppert est comme d'habitude au sommet. C'est un film qui jongle habilement entre plusieurs tons. Je dirais que c'est à la fois une comédie très dark et aussi un thriller. C'est hyper divertissant, délicieusement bien écrit et les costumes sont à gémir d'envie.
Évidemment, en regardant le film, on pense à Succession, dans le genre portrait des ultra-riches, avec une galerie de personnages dont aucun, ou presque, à part le majordome en fait, n'est vraiment sympathique. C'est vraiment une grande réussite, et si vous voulez passer 2 heures extrêmement divertissantes et enrichissantes, je vous recommande La femme la plus riche du monde. Et enfin, je vais aller vite sur ce film parce que j'en ai déjà parlé dans un des épisodes que j'avais enregistré à Venise, mais cette semaine, vous pouvez aussi découvrir en salle Smashing Machine de Benny Safdie. C'est un biopic sportif sur un ancien champion de MMA, Mark Kerr, qui est incarné par Dwayne Johnson, qui a évidemment été très bien choisi puisque lui aussi a démarré sa carrière dans le sport avant de devenir acteur. Et la critique qui a souvent été faite à ce film, c'est que c'est un biopic un peu trop conventionnel. C'est vrai qu'il fait pas beaucoup d'esbrouf et qu'il a un rythme sans doute moins frénétique que ce pourquoi on a connu les frères Safdie par le passé, qui avaient fait Good Time et Uncut Gems. Mais honnêtement, si on s'attache un petit peu aux détails, moi je trouve que c'est pas si conventionnel que ça. En fait, c'est un biopic sportif qui évite admirablement les ressorts les plus attendus dans ce genre, notamment la rivalité masculine qui là est évacuée de manière très jolie. Le virilisme sportif, là aussi, c'est quelque chose qui va contourner. La question de l'addiction est décrite avec beaucoup de justesse. Moi, je trouve que c'est un film assez fin. Mon seul bémol concerne peut-être le personnage d'Emily Blunt, qui est un poil desservi, qui joue la compagne de Mark Kerr. Mais c'est franchement pas mal du tout. Donc si vous avez un peu de temps et que vous voulez voir un des films qui pourrait se retrouver dans la course aux Oscars cette année, allez voir Smashing Machine de Benny Safdie. On arrive peut-être à ma partie préférée de cet épisode, la partie où je peux parler de plein de films d'horreur. Alors, je voulais vous faire une liste de recommandations et je pense que j'ai pas trop envie de m'attarder sur les incontournables que vous pourrez trouver partout sur Internet. Vous pouvez les retrouver aussi dans notre saison d'amis dédiée aux films d'horreur. J'ai écrit moi-même plein d'articles sur les meilleurs films d'horreur de tous les temps. Plein d'autres journalistes en ont fait, donc clairement, si vous cherchez le top des plus grands films d'horreur, vous y trouverez évidemment Alien, Shining, L'Exorciste, Hérédité, Get Out, Conjuring. Si vous n'avez pas vu tous ces films-là, bien sûr, je vous les recommande, ils sont génialissimes, même pour un public qui n'aime pas forcément les films d'horreur. Moi, je voulais vous recommander des films d'horreur que je trouve très bons et qui sont peut-être un peu moins fréquemment cités dans les meilleurs. Si vous êtes archi-fan de films d'horreur, vous les connaîtrez déjà, il n'y aura pas d'énormes surprises. Mais si vous démarrez un petit peu plus dans le genre ou que vous avez envie de recommandations un peu moins attendues pour votre soirée d'Halloween, voilà ceux que je vous recommande. Ma première recommandation, c'est Les Oiseaux, d'un petit réalisateur qui s'appelle Alfred Hitchcock. Ok, ce film est très très connu, mais je pense que quand on recommande les films de Hitchcock, c'est pas forcément le premier qu'il y a sur la liste. Or, moi, c'est mon préféré. Peut-être parce que je l'ai vu à l'âge de 9 ou 10 ans et que ça m'a traumatisée, mais aussi parce que c'est l'illustration parfaite de toute la créativité et l'ingéniosité qu'il faut pour réussir un bon film d'horreur, parce que ce cher Alfred a réussi à créer un film terrifiant avec des oiseaux. Je suis désolée, mais c'est absolument incroyable. Les costumes, la photographie, le cadrage, enfin vraiment tout est sublime, la musique. Ce film est parfait, je l'adore, je l'ai revu des milliards de fois. Donc si vous voulez voir un Hitchcock un poil moins connu que les autres Hitchcock qu'on recommande tout le temps, je vous recommande vraiment Les Oiseaux. Un autre classique que plein de gens n'ont quand même pas vu, c'est Suspiria de Dario Argento. J'en parle tout le temps, donc vous voyez déjà de quel film il s'agit. C'est un film italien assez abstrait. C'est l'histoire d'une jeune danseuse qui s'appelle Suzy Bagnon, qui arrive dans une école de danse et qui va découvrir assez rapidement que dans cette école de danse, il se passe des choses bizarres et des choses très très violentes, puisque dès qu'elle arrive, il y a quelqu'un qui se fait buter. C'est un film complètement fou visuellement. Selon moi, c'est le plus beau film de l'histoire. Pour ces décors dans lesquels j'ai envie de vivre, même s'il se passe des choses très très glauques dans cette école, c'est vraiment les plus beaux décors que j'ai jamais vus au cinéma. Dario Argento a beaucoup joué sur les volumes. Par exemple, il a créé un couloir avec des portes qui étaient immenses pour donner l'impression que les personnages étaient tout petits dans le décor, puisqu'à la base, il voulait que tous les personnages soient des enfants, mais il s'est rendu compte que c'était peut-être un peu trop compliqué de faire ce film avec que des enfants. C'est un film très chelou, très camp, avec des répliques totalement absurdes. Do you know anything about witches? Avec une bande-son prog-rock un peu enivrante et vraiment perchée, qui est signée Goblin. Vraiment, je vous recommande Suspiria, vous le savez déjà, mais je le redis, qu'attendez-vous, regardez Suspiria.
Ensuite, il y a des films plus récents qui font partie de mes films d'horreur préférés de ces dernières années. Parmi eux, il y a Pearl de Ti West. Là aussi, c'est un film dont j'ai déjà parlé dans Ami. Donc, je vous réfère à l'épisode entier qu'on y a consacré. C'est le deuxième film d'une trilogie de Ti West. Personnellement, c'est mon préféré, voire peut-être le seul que j'aime vraiment de cette trilogie. Ça parle d'une jeune femme qui vit sur une ferme au début du XXe siècle et qui est très malheureuse dans sa vie et très frustrée sexuellement et qui va commettre des actes un peu surprenants. C'est un film qui à la fois pastiche l'univers du vieil Hollywood, qui en reprend les codes visuels, mais qui va aussi faire preuve de beaucoup de modernité, en tout cas dans sa manière dont il décrit ce personnage féminin. Pour le coup, c'est une vraie anti-héroïne. C'est Mia Goth qui incarne Pearl, qui incarne d'ailleurs tous les personnages féminins de cette trilogie, et c'est selon moi une des plus grandes performances d'actrice de ces 10 dernières années. C'est absolument inratable, c'est très drôle et très jouissif, et selon moi, plutôt féministe. Un autre film récent que j'adore et que je recommande à tout le monde, c'est Barbare de Zach Cregger. Oh, you've got to be kidding me. Le film est disponible sur Amazon et je veux vraiment pas vous en dire trop parce que c'est un film qui vous réserve plein de surprises et ça fait vraiment partie des grands plaisirs du film. Ça se passe de nos jours et ça démarre avec une jeune femme qui arrive à Détroit pour récupérer son Airbnb. Il fait nuit, il pleut, elle arrive devant la maison, l'Airbnb qu'elle avait loué et les choses ne se passent pas comme prévu. J'adore ce film, je trouve qu'il est à la fois terrifiant et très drôle et très bien écrit. Donc n'hésitez pas à regarder Barbare. Personnellement, la première fois que je l'ai vu, j'ai mis 2 jours à le regarder parce que je faisais que mettre pause, tellement j'avais peur. Un autre qui est un peu un classique moderne selon moi, c'est Hush ou Pas un bruit de Mike Flanagan. Mike Flanagan que vous connaissez peut-être pour les séries horrifiques qu'il a réalisées, notamment The Haunting of Hill House. Il a aussi réalisé des films d'horreur. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup et là on est sur un film de home invasion, donc une personne qui est toute seule chez elle et qui se rend compte qu'il y a un intrus. C'est un des sous-genres de l'horreur qui me fait le plus flipper parce que c'est assez réaliste en fait, contrairement à d'autres genres avec des fantômes, tout ça qui vont peut-être être un peu déconnectés de la réalité. Et là, pour reprendre ce que je vous disais au début de cet épisode, on a une héroïne qui va faire preuve de tellement de ressources que c'est hyper inspirant. Enfin, moi, en fait, je le regarde, ce film, comme on révise avant un examen, c'est-à-dire que je me dis que le jour où il y a quelqu'un qui veut pénétrer chez moi, je veux être aussi maline qu'elle pour m'en sortir. Et en plus, il faut préciser que ce personnage principal est à la fois sourde et muette. Et donc, c'est un film quasiment silencieux. Donc, une performance d'autant plus impressionnante de Kate Siegel, qui est aussi la femme de Mike Flanagan, et un talent d'écriture qui mérite encore plus d'être souligné. Un autre film d'horreur récent que j'adore, qui est sorti de l'année dernière, c'est Nosferatu de Robert Eggers, un grand réalisateur de films d'horreur selon moi. Il arrive à la fois à rendre hommage aux versions précédentes de Nosferatu, puisque c'est pas la première fois que cette histoire est portée à l'écran, mais aussi à y imprégner sa patte. Il a une passion pour les reconstitutions historiques, et là, ça se retrouve encore. Lily Rose Depp est exceptionnelle. Le genre de l'horreur, c'est quand même un genre dans lequel on trouve de très très belles performances féminines, parce que c'est des actrices qui sont menées à se dépasser et à avoir un jeu qui est très physique. Et là, elle est vraiment remarquable. La musique de Nosferatu est sublime. La photographie est très frappante. Le travail sur le son, c'est vraiment un film qui est aussi horrifique que poétique. Et je l'adore. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore vu Nosferatu de Robert Eggers, je vous le recommande. Et si vous voulez un qui fait un petit peu moins peur, mais qui est quand même classé dans le genre de l'horreur, il y a aussi The Lighthouse de Robert Eggers, qui est très drôle malgré le côté un petit peu horrifique. C'est avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Ça se passe dans un phare, il y a fort longtemps. C'est hyper bien écrit et c'est disponible sur Amazon. Le plus récent que je vais vous recommander, c'est Substitution ou Bring Her Back de Michael et Danny Philippou. Et c'est un film qui est sorti cette année. Et alors là, wow, c'est le truc le plus hardcore que j'ai vu cette année, je pense. Je me suis vraiment cachée derrière moi-même pour ne pas regarder l'écran. Ça m'arrive très 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 rarement au cinéma, mais là, il y a vraiment des moments où j'ai détourné le regard.
J'ai crié à plusieurs reprises. C'est hard, voilà. Mais c'est aussi très beau. Et ça parle d'une sœur et de son frère qui sont placés dans une famille d'accueil après avoir perdu leur père. Et j'en dirai pas plus, mais voilà, je trouve que c'est un film qui est très réussi et que le travail notamment sur l'image et le son est particulièrement impressionnant, notamment dans certaines scènes qui m'ont fait très mal aux dents. Voilà. Alors après Michael et Danny Philippou, il y a aussi Juste Philippot, à ne pas confondre. Et il a fait un film que j'adore qui s'appelle La Nuée, qui est disponible sur Netflix. C'est donc un film francophone. Et pour moi, c'est un peu Les Oiseaux, mais avec des insectes. C'est une trame très similaire. J'avais été très impressionnée justement que dans le cinéma français, on arrive à faire un film d'horreur aussi réussi. Je dis ça évidemment sans mépris. J'adore aussi Coralie Farja, Julia Ducournau. Enfin, on a une vraie fibre horrifique quand même en France avec plein de très bons classiques modernes. Mais voilà, La Nuée de Juste Philippot, je trouve qu'on est vite passé dessus, alors que pour moi, c'est un très très bon film. Et donc, ça parle d'une mère et de son fils, si mes souvenirs sont bons, qui élèvent des sauterelles. Et voilà, il se passe des choses. Ce qui est souvent la description d'un film d'horreur. Il se passe des choses. Un autre classique moderne, peut-être un poil plus vieux, c'est Jusqu'en enfer de Sam Raimi. Sam Raimi qui est un immense réalisateur, qui est l'auteur des Evil Dead, donc clairement très compétent lorsqu'il s'agit de faire des films d'horreur. Jusqu'en enfer, c'est un film qu'il a sorti à la fin des années 2000. Et c'est un condensé de tout ce que Sam Raimi fait de mieux, c'est-à-dire qu'on a à la fois très peur et on rigole beaucoup, généralement les deux en même temps. C'est vraiment quelqu'un qui comprend tout l'attrait ludique du cinéma d'horreur. C'est une histoire de hantise et de possession, et franchement, c'est génialissime. Et enfin, un film d'horreur de vibes que j'ai adoré, même si je peux comprendre qu'il clive beaucoup et qu'on puisse ne pas du tout aimer. C'est un film qui s'appelle Skinamarink. C'est réalisé par Kyle Edward Ball, c'est disponible sur Disney+. Et c'est vraiment un film atmosphérique dans lequel il se passe pas grand-chose et dans lequel on ne voit pas grand-chose. Je préfère prévenir, il faut pas s'attendre à des énormes jumpscares ou quoi. Mais moi, il se trouve que je déteste les jumpscares, donc j'adore les films d'horreur qui arrivent à créer de l'angoisse autrement. Et celui-là, il arrive très très bien. En gros, on est placé dans le point de vue d'une petite fille, il me semble, qui est toute seule à la maison alors que ses parents sont sortis. Et en fait, ça a évoqué pour moi quelque chose de très viscéral parce que je pense qu'on a tous connu ça quand on était enfant. Alors généralement, on était gardé par une nounou ou par quelqu'un d'autre, un membre de la famille. Mais quand on est très très jeune et que nos parents partent au cinéma ou au resto sans nous, on peut ressentir une angoisse très très forte parce que notre seul repère n'est plus là. Et je trouve que ce film joue brillamment là-dessus. On voit pas grand-chose, c'est très sombre, c'est avec un grain d'image très très fort, comme si on était dans les années 80 avec un vieux magnétoscope. Donc en fait, on est forcé de se concentrer énormément sur les sons, sur les ombres, les choses qui pourraient être dissimulées à l'écran. Moi, j'adore ce genre de film. Ça me procure beaucoup de frissons et en même temps, j'ai trouvé ça très méditatif comme expérience. Donc voilà, Skinamarink, c'est un projet très original que je vous recommande chaudement. Voilà, c'est tout pour mes recommandations de films d'horreur. Évidemment, j'aimerais vous en recommander 3000 autres, mais je pense qu'il faut que je m'arrête là. Pour finir, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ce podcast va faire une petite pause, non pas pour me permettre de prendre des vacances, mais parce que mon autre podcast, Ami, revient dès la semaine prochaine. Ce sera notre dernière saison du podcast avec Marie, et pour l'occasion, on s'attaque à un genre cinématographique qu'on aime toutes les deux, mais de manière un petit peu différente, je pense. Ce genre, c'est celui des comédies musicales. Le premier épisode portera sur La La Land de Damien Chazelle, et j'ai très très hâte que vous puissiez l'écouter. Et nous, on se retrouve très vite. Sachez que j'ai un programme ciné très chargé ces prochains mois et que je vous réserve plein de surprises. On aura l'occasion d'en reparler. Ah, et si vous vous demandez ce qui s'est passé avec mes examens médicaux en 2012, le lendemain matin de cette soirée de l'enfer, à 8h, je me suis rendue en personne à la clinique pour récupérer mes résultats. Oui, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas les trouver en ligne comme aujourd'hui. C'était un autre temps. Les résultats étaient parfaitement normaux. Alors le lundi, j'ai appelé la médecin qui m'a dit qu'en fait, elle avait juste détecté des signes de fièvre dans mes analyses et elle avait peur que je fasse une péritonite pendant le week-end. J'ai changé de docteur. Par contre, les films d'horreur, eux, je leur suis restée fidèle. C'est la fin de cet épisode de Anaïs se fait des films. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de me parler de leur rapport aux films d'horreur. Merci à Mathias Classen de m'avoir éclairé sur les liens entre science et films d'horreur. Et merci à vous de m'avoir encore une fois écouté raconter ma vie.
On se retrouve très très vite et en attendant, Happy Halloween. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Oh putain, j'arrive pas du tout à le faire. Le podcast qui parle de cinéma et de moi.